16 octobre 1984, fin d'après-midi. Christine Villemain, qui vient d'aller chercher son fils Grégory chez sa nourrice, le laisse alors jouer dans le jardin de la maison familiale pendant qu'elle s'occupe des tâches ménagères. C'est la dernière fois qu'elle verra son petit garçon de 4 ans en vie. Aux alentours de 17 h, les parents signalent la disparition inquiétante de leur petit protégé. Malheureusement, le corps sans vie de ce dernier ne sera retrouvé que dans la nuit, le meurtrier l'ayant jeté pieds et mains liés dans la Vologne. La disparition tragique que je viens de vous raconter a été le point de départ de l'affaire criminelle la plus connue en France. 40 ans maintenant qu'on ne sait toujours pas qui a volé la vie du petit Grégory, 40 ans que le mystérieux corbeau qui harcelait les Villemain au téléphone n'a toujours pas été démasqué. Alors, en explorant les nombreuses pistes de l'affaire, on va tenter de dévoiler la vérité derrière cette histoire sordide. Que le grand prix toujours, on le met toujours de côté. Mais il y a une chose que Pour comprendre cet événement sordide, il faut remonter 3 ans plus tôt. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, vient à cette époque d'être promu contremaître au sein de son usine. Cet événement va déclencher une vive jalousie à son encontre dans la famille. Une famille qui a d'ailleurs été décrite plus tard comme bien mystérieuse. Beaucoup de ses membres ayant été impliqués dans des affaires d'inceste et même dans un meurtre, l'assassinat par l'arrière-grand-père de Jean-Marie de son fils, en 1931. C'est donc peu après la promotion du père de Grégory que lui, son épouse et ses grands-parents commencent à recevoir d'étranges appels à partir d'août 81. D'abord muets, puis on peut entendre une voix rauque. L'inconnu au bout du fil ne tarde pas à menacer verbalement le couple et notamment de s'en prendre à leur enfant. Les appels se transforment bientôt en une série de lettres tout aussi malveillantes. La dernière est envoyée un jour après le meurtre. L'énigmatique harceleur des Villemain et tueur de Grégory, plus tard surnommé le Corbeau, semble connaître des détails personnels sur la famille car il appelle par exemple Jean-Marie le chef en référence à son nouveau poste. oui. La peur de la vérité. Ah bon? L'assassin est donc forcément une personne proche, voire carrément dans l'entourage du père de Grégory. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du Corbeau. Au lendemain du meurtre, l'affaire fait immédiatement la une des journaux. Les journalistes se mettent à suivre en permanence les Villemain. À la recherche d'un scoop, plusieurs d'entre eux viennent même déranger l'enterrement du défunt garçon. La presse s'empare de l'histoire et chacun y va de sa petite théorie sur l'identité du meurtrier. De son côté, la police charge le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, 32 ans seulement, de superviser l'enquête. L'autopsie, considérée comme bâclée, ne révèle rien. Cependant, les preuves de la dictée auxquelles sont soumis tous les membres de la famille qui recopient des lettres du Corbeau pour en comparer les écritures, met en cause Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain. Ce dernier, interrogé avec sa femme Marie-Ange, fournit un alibi paraissant sérieux. À l'heure du crime, il rendait simplement visite à sa tante Louisette, où il a retrouvé sa belle-sœur Muriel Boll, âgée de 15 ans. Néanmoins, l'adolescente va discréditer la thèse de Bernard Laroche et même déclarer qu'il l'a en réalité emmené dans sa voiture où il aurait fait monter un petit garçon. Il serait ensuite parti avec l'enfant dans un village à proximité et Bernard serait revenu seul. Sur la base des accusations de Muriel Boll, Bernard Laroche est arrêté le 14 novembre 1984 pour le meurtre du petit Grégory. Mais coup de théâtre, l'adolescente se rétracte quelques jours plus tard et affirme que, sous la pression des gendarmes, elle a menti sur la culpabilité de son beau-frère. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent, jamais été avec mon beau-frère. À la suite de ce retournement de situation, on découvre par la même occasion que le dossier à charge contre Bernard Laroche est très maigre, les expertises graphologiques n'étant pas assez précises. L'homme est donc relâché le 4 février 1985. Mais il n'est pas protégé par les gendarmes et demeure haï par de nombreuses personnes, à commencer par Jean-Marie Villemain qui le pense toujours coupable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous en veulent? Ouais, je m'en doute. Il y en a même qui ont menacé de vous tuer. Le drame survient donc logiquement dans la nuit du 29 mars. Le père de Grégory, poussé par le journaliste Jean Kerr à se venger de l'assassin, se rend armé d'un fusil à pompe chez les Laroche. Bernard lui ouvre et a à peine le temps de dire qu'il n'a pas tué son fils, qu'il est abattu froidement sous les yeux de sa femme. À la suite de ce drame dans le drame, toutes les accusations se concentrent contre Christine Villemain, désormais éloignée de son fils et de son mari en prison. Après que le peu d'éléments à charge contre elle ne soit souligné par ses avocats et certains journalistes, Christine est logiquement libérée. Mais lorsqu'elle est rappelée en cour d'assises sur la base d'une nouvelle expertise, elle s'effondre et fait une tentative de suicide en décembre 1986. Elle ne sera réellement innocentée que 7 ans plus tard. J'avais plus Grégory, on allait me mettre en prison pour je ne sais combien d'années. C'est là que j'ai fait ma tentative de suicide.
Le juge, quant à lui, reste le symbole de l'échec judiciaire de cette affaire et se suicidera en juillet 2017. L'enquête sera réouverte plusieurs fois entre 2000 et 2013, les analyses ADN peu fiables offrant chaque fois un nouveau coupable. Et justement, parlons maintenant des suspects de l'affaire. Dans la véranda, elle m'a dit qu'elle avait, avec Bernard, ils avaient pris le gosse d'un point A à un point B. L'assassinat du cousin de Jean-Marie ne permet pas d'être aujourd'hui certain de son véritable rôle dans l'affaire. Pourtant, il demeure l'un des principaux suspects dans le meurtre de l'enfant. Pour ce qui est du mobile, les enquêteurs parlent à l'époque de la jalousie de Bernard Laroche vis-à-vis de la réussite de Jean-Marie Villemain. En effet, au début des années 80, Bernard a un poste moins important que son cousin, une famille moins harmonieuse avec un couple battant de l'aile et un enfant qui a eu de graves problèmes à la naissance. Pour ce qui est des preuves de sa culpabilité, c'est plus compliqué. Il y a deux principaux éléments à charge contre Bernard. Le premier regroupe les études graphologiques réalisées par des experts en écriture sur les lettres du corbeau. Les gendarmes ont en effet retrouvé sur le manuscrit de revendication du meurtre un foulage, les initiales LB, qui correspondent à la signature du suspect. Cependant, cette lettre a été largement abîmée par une irrégularité de procédure, la rendant désormais inexploitable. Et comme je vous l'avais dit, les analyses d'écriture ne peuvent, elles non plus, pas être utilisées. Reste le témoignage de la belle-sœur de Bernard, Muriel Boll, qui est un point clé de l'affaire. Premièrement, elle disait être rentrée du collège en bus chez sa tante et y avoir vu Bernard Laroche avec son fils Sébastien. Mais les gendarmes vont mettre en lumière les failles de ce témoignage en soulignant qu'aucun des camarades de classe de Muriel ne l'a vu dans le car ce jour-là. De plus, elle s'est trompée sur la description physique du chauffeur. Jean-Marie Galmiche, le conducteur du car, est catégorique. Muriel n'est pas montée dans son véhicule. Sonia Personne est formelle. Muriel est montée dans une voiture conduite par un homme. Par la suite, la jeune femme va changer de version et se mettre à accuser son beau-frère d'avoir récupéré Grégory avec elle dans la voiture. Mais comme vous le savez, celle qui n'avait que 15 ans à l'époque est revenue sur son premier témoignage et a affirmé que les gendarmes avaient fait pression sur elle pour qu'elle accuse son beau-frère. Depuis, elle campe sur ses positions. En 2017, un cousin germain de Muriel l'accuse de lui avoir révélé à l'époque la culpabilité de Laroche dans la maison familiale et la femme de 48 ans est alors condamnée pour enlèvement. Libérée le 29 juin 2018, Muriel Boll est la seule personne connaissant la vérité sur Bernard Laroche. Mais, en l'absence d'aveu de sa part, la piste du cousin assassin reste bien maigre. Est-ce que vous pourriez cacher un secret pendant 32 ans alors qu'il y a un enfant qui est mort? Non, jamais. Parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Comme je vous l'avais dit, en parallèle de la libération puis de l'assassinat de Bernard Laroche, Christine Villemain, la mère de Grégory, a été soupçonnée puis arrêtée par le juge Lambert à 2 reprises. Mais alors qu'est-ce qui a bien pu entraîner la condamnation d'une personne qu'on n'aurait jamais pensé être l'auteur du crime ? Eh bien, 3 éléments ont instillé un doute sur son innocence. Premièrement, des expertises graphologiques de 1985, cette fois-ci officielles, l'accusent d'être le corbeau. De plus, les collègues de travail auraient vu la mère de Grégory poster une mystérieuse lettre à la poste le jour du meurtre. Enfin, des cordelettes, similaires à celles qui ont servi à attacher Grégory, sont retrouvées dans la maison familiale. Mais, vous l'aurez compris, les preuves de la culpabilité de Christine sont très maigres. Des enquêteurs ont d'ailleurs facilement démenti cette version en expliquant que, tout d'abord, les filles de la poste n'ont pas aperçu Christine Villemain le jour du crime, mais bien la veille alors qu'elle déposait un simple chèque. Ensuite, les avocats ont mis en évidence les contradictions des experts qui étaient venus à la conclusion que Christine était le corbeau et le côté discutable des techniques qui ont été employées. Comment des personnes spécialisées de manière très pointue dans un domaine peuvent dire des choses radicalement opposées. Pour finir, comment aurait-elle pu avoir le temps en seulement 19 minutes de faire un trajet de 12 km, de tuer son enfant, de le ligoter et de le jeter dans la rivière alors que personne ne l'a vu sur les routes ce jour-là? Mais soyons sérieux 2 minutes. Qu'est-ce qui motiverait une mère aimante à harceler pendant 3 ans son mari et les parents de ce dernier et ensuite à noyer son propre fils dans la Vologne? Selon moi, ça ne tient pas debout. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner? Pas trop bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Jamais écrit. Jamais. Droit dans les yeux. Oui, droit dans les yeux, oui. Là, j'ai pas peur de dire. Et si Grégory avait été tué par plusieurs personnes, un couple plus précisément. En effet, en juin 2017, l'enquête est réouverte à la suite de l'obtention du journal intime d'un des juges de l'affaire. Ce journal révélait qu'il soupçonnait le grand-oncle et la grande-tante de Grégory,
Marcel et Jacqueline Jacob. Ces derniers sont mis en examen le 16 juin pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Plusieurs preuves viennent donner du crédit à leur arrestation. Premièrement, le couple Jacob dont Bernard Laroche était l'un des neveux était en mauvais termes, voire ouvertement jaloux des Villemain à l'époque des meurtres. D'ailleurs, lors d'une altercation dans la filature de Marcel en 1982, il aurait lancé à Jean-Marie Villemain « Je ne serre pas la main à un chef ». Phrase qui n'est pas sans rappeler le surnom qu'attribuait le Corbeau au père de Grégory dans ses lettres anonymes. D'ailleurs, outre le témoignage de la fille unique du couple Jacob qui affirme que son père aurait espionné la maison d'Albert et Monique Villemain en contrebas, les analyses graphologiques mettent en cause Jacqueline Jacob comme l'auteur de la deuxième et la troisième lettre du Corbeau. Mais bon, vous commencez à connaître la fiabilité de ces expertises en écriture. C'est nul! Toujours est-il que, selon les enquêteurs, deux scénarios se dessinent. Soit les Jacob ont enlevé puis tué Grégory seuls, soit ils ont été aidés par leur neveu Bernard Laroche qui a simplement kidnappé l'enfant. Il y a ce scénario de l'enlèvement du petit Grégory par Bernard Laroche, Muriel Boll dans la voiture, et puis qui vous aurait donné cet enfant ensuite. C'est du n'importe quoi là. Non, c'est du n'importe quoi. La deuxième thèse joue ainsi deux pistes dans ce qui semblerait être un complot familial pour faire tomber Jean-Marie Villemain. Néanmoins, le solide alibi des Jacob selon leurs avocats, qui ont affirmé avoir travaillé à l'usine au moment des meurtres, leur ont permis d'être réhabilités en décembre 2017. Le coupable n'a donc toujours pas été officiellement identifié. Il faut que la vérité elle sorte, il faut que les gens craquent, parce que moi je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas garder ça pour soi. Comme beaucoup d'histoires criminelles similaires, l'affaire Grégory reste donc irrésolue encore aujourd'hui. Malgré les nombreuses pistes et les multiples rebondissements à la suite des progrès de la criminologie, qui nous laissent entrevoir une lueur d'espoir, le coupable du meurtre du 16 octobre 1984 n'a toujours pas été identifié. Et pour cause, je pense qu'on peut affirmer avec certitude que l'affaire a largement été bâclée dans ses premières années, notamment avec l'empiètement de la presse sur les investigations des gendarmes ou encore les nombreuses erreurs du juge Lambert. Et si on ne peut que se désoler de l'absence de dénouement dans cet événement sordide, l'affaire a tout de même permis de faire grandement évoluer les méthodes d'enquête et de procédure judiciaire en France, et notamment de limiter l'intervention des journalistes sur les lieux d'une investigation. La presse elle-même doit s'interroger, malgré tout, par rapport à la rumeur, parce que nous ne sommes pas qu'un miroir de cette rumeur, nous participons à l'élaboration de la rumeur. D'un point de vue déontologique, je pense quand même que cette affaire nous pose beaucoup de problèmes. Espérons en tout cas que d'autres fiascos judiciaires soient évités pour des drames similaires. Eh bien cette vidéo est à présent terminée, c'était vraiment passionnant de se plonger avec vous dans ce qui est sûrement l'affaire criminelle française la plus connue et d'étudier les différentes pistes. Et je vous dis à dans un mois pour une nouvelle vidéo, c'était Monsieur Nexus.